se préparer au risque d'une épidémie mondiale de coronavirus sans pour autant semer la panique. C'est la mission du nouveau ministre de la Santé qui a réuni aujourd'hui une cinquantaine de professionnels, hospitaliers, médecins de ville ou encore SAMU. Nous sommes prêts à faire face à toute situation vis-à-vis du coronavirus et nous continuons de nous préparer pour faire face à toute éventualité si jamais la situation devait évoluer. Apparu fin décembre en Chine, dans la région de Wuhan, le Covid-2019, le nouveau nom du coronavirus, s'est propagé malgré des mesures de confinement exceptionnelles. Plusieurs pays d'Asie sont désormais touchés, comme le Japon et le Vietnam. Des cas sont détectés jusqu'en Europe et aux États-Unis. Pour l'heure, l'Organisation mondiale de la santé reste prudente sur l'évolution de la situation. Le risque est très élevé en Chine. Il est élevé au niveau régional et il est élevé dans le monde entier. Je ne parle pas de pandémie, je dis que le risque est élevé, que la maladie se propage plus loin. Illustration de cette inquiétude, le Cambodge recherche activement plusieurs centaines de touristes potentiellement porteurs du coronavirus. Samedi, les autorités du pays avaient autorisé ce paquebot à accoster après le refus de plusieurs pays voisins. Le Premier ministre cambodgien avait accueilli les vacanciers en personne. Depuis le Cambodge, des personnes de 41 nationalités retourneront dans leur pays et retrouveront leur famille sans crainte. Sauf que quelques heures plus tard, une passagère américaine du paquebot a été diagnostiquée positive lors d'une escale en Malaisie. Comme elle, 200 croisiéristes occidentaux ont déjà quitté le Cambodge, risquant de disséminer le virus. Alors la propagation de la maladie est-elle inéluctable? Faut-il craindre une pandémie? Dans quelle mesure la France sera-t-elle touchée? Trois invités pour en parler. Arnaud Fontanet, bonsoir, vous êtes épidémiologiste à l'Institut Pasteur à Paris. Vous êtes directeur de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes et vous êtes aussi professeur au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Vous estimez qu'en comparaison avec le traitement réservé à d'autres maladies respiratoires mortelles comme la grippe, eh bien, nous pouvons avoir l'impression de surréagir. Mais ce virus est nouveau, la peur est donc légitime. À côté de vous, le docteur Jean-Paul Hamon, médecin généraliste, président de la Fédération des médecins de France. Vous étiez ce matin à la réunion organisée au ministère de la Santé et d'après vous, il ne faut pas craindre une pandémie. Le nombre de nouveaux cas en Chine se stabilise et dans le monde, de nouvelles mesures de précaution ont été prises qui sembleraient pouvoir rassurer les populations. À côté de vous, enfin, Nathalie Arnoux, chercheuse associée à l'IRIS. Bonsoir madame, vous êtes responsable de bureaux régionaux de MSF, notamment en Chine, au Japon et en Corée du Sud, Médecins sans frontières donc. Et d'après vous, le système de santé français permet de repérer, de traiter et d'isoler les patients pour limiter la diffusion du virus. En Chine, la fragilité du système rend la situation ô combien plus compliquée. Nadia, vous avez sélectionné la première question du débat parmi celles qu'on a reçues de nos internautes. Oui, et c'est donc une téléspectatrice qui nous a envoyé la question suivante. Le gouvernement français parle désormais de risque pandémique. Pourquoi et qu'est-ce qui a changé? Arnaud Fontanet, on a entendu le nouveau ministre Olivier Véran ce matin expliquer que le risque d'une pandémie était une hypothèse de travail et un risque crédible. Pour bien comprendre de quoi on parle, qu'est-ce que ça veut dire et à partir de quel stade une épidémie devient une pandémie? Alors une pandémie, c'est quand une épidémie touche deux continents. Oui. Alors on aurait pu dire qu'il y avait effectivement en Chine clairement une épidémie et qu'il y a déjà 28 autres pays touchés ailleurs que sur le continent asiatique. Donc on était déjà en état de pandémie, mais l'OMS était très prudent jusqu'à présent et a parlé de foyer et pas d'épidémie pour les autres pays touchés parce que le nombre de cas était relativement limité. Alors maintenant, on a des endroits au monde où on voit effectivement ces foyers s'alimenter, une transmission locale s'installer, des pays peut-être plus vulnérables. On a vu qu'il y a des cas en Inde, il y a maintenant un cas en Égypte, sur le continent africain. Et donc, à terme, il se pourrait effectivement que des autres foyers s'allument et deviennent suffisamment conséquents pour qu'on parle de pandémie. D'accord. Alors, un chiffre pour aller plus avant dans cette réflexion, le chiffre du jour? Oui, chiffre inquiétant, 60%, c'est la part de la population mondiale qui pourrait être touchée par le virus si on n'agit pas assez vigoureusement. Diagnostic alarmant du professeur Leung, épidémiologiste hongkongais, spécialiste de ces sujets. Jean-Paul Hamon, est-ce que vous aviez ce chiffre en tête ce matin dans cette réunion au ministère de la Santé ? À aucun moment, ce chiffre n'a été prononcé. Au contraire, on a fait état des 76 000 cas en Chine, des 1 700 morts, dont 95% ou 98% sont en Chine. Et puis, on a parlé des 1170 cas et quelques qui touchent les autres pays.
On a parlé des 12 cas français. Et puis, on a évoqué effectivement la possibilité d'autres cas sporadiques, mais honnêtement... Sporadiques. Oui, c'est-à-dire des cas isolés, c'est-à-dire comme ce Britannique qui est passé à travers les trous de la raquette. Et donc, on va sûrement avoir d'autres cas comme ça. Après... On a l'air très pépère alors quand même au ministère, mais on a entendu parler de risques pandémiques. Non, mais ils ne sont pas pépères, ils sont l'arme au pied, hein, ils sont attentifs. Bon, on voit quand même qu'il y a une collaboration internationale remarquable parce que le médecin qui a été contaminé à Châtenay-Malabry, c'est Taïwan qui a averti la France qu'ils avaient un cas qui arrivait de France et donc qui... On communique avec la Chine également de façon transparente, on a toutes les informations dont on a besoin. Oui, je pense que la Chine a été transparente, elle a transmis très vite les caractéristiques du virus, donc là, ils n'ont pas intérêt, là ils savent qu'ils de toute façon, ils n'ont pas intérêt à planquer quoi que ce soit en ce moment. Non, l'information circule. Nathalie Arnaud, est-ce que le degré d'inquiétude plutôt augmenté depuis un mois ? En fait, c'est assez difficile à dire. Je crois qu'il y a beaucoup d'incertitudes et c'est difficile d'avoir, on le voit bien, en fait, il y a différentes interprétations, différentes hypothèses qui sont partagées. Et c'est un petit peu compliqué de savoir si le degré d'inquiétude... Oui, il y a une couverture médiatique qui fait que, bien évidemment, on a un niveau d'inquiétude qui monte. Ça, c'est à peu près logique. Oui, on a l'impression qu'on a changé d'échelle quand même. Au début, ça se concentrait en Chine et puis maintenant, il y a... C'est vrai, mais en maintenant, il faut quand même reconnaître que le nombre de cas dans les pays qui sont aujourd'hui, les autres pays qui sont touchés, est relativement faible. Et je pense que ce soit Arnaud ou monsieur pourront commenter sur les taux de létalité aussi qui sont quand même véritablement différents. Moins que la grippe, moindre que celui moins de que la grippe, par exemple. Alors, pour le taux de létalité... Oui, le taux de mortalité, donc. C'est-à-dire la proportion de personnes, c'est un petit peu différent. Le taux de létalité, c'est la proportion de personnes qui décèdent parmi toutes celles qui sont infectées. Donc là, on est au-dessus de ce qu'est la grippe saisonnière. Maintenant, on ne connaît pas encore l'étendue des formes bénignes qui peuvent être dues à ce nouveau coronavirus. Donc ce qu'on connaît, c'est les patients qui sont hospitalisés, éventuellement ceux qui ont été assez malades pour aller consulter. Il y a peut-être des formes bénignes qui passent inaperçues et qui feraient que quand on aura une connaissance de l'ensemble de tous les tableaux cliniques possibles, on se rendra compte que le taux de létalité, donc la proportion de personnes décédées parmi toutes celles infectées, est de l'ordre de celui d'une grippe saisonnière. Pour l'instant, on est plutôt à 1%, ce qui est plus élevé, 1% des personnes infectées qui décèdent, mais une fois de plus parmi des gens qui ont eu des symptômes qui nous ont amenés à consulter. Ce qui est important, juste pour rebondir, c'est qu'il y a quand même un certain nombre d'incertitudes et c'est difficile aujourd'hui. Tout le monde est en train de documenter la situation et je crois que c'est ce qui est important pour l'ensemble des opérateurs, d'ailleurs, un petit peu sous l'égide, mais pas uniquement de l'Organisation mondiale de la santé, d'essayer de documenter pour y voir un petit peu plus clair, d'ailleurs, sur ces données. Et puis l'inquiétude aussi, c'était surtout qu'il y a des personnes qui n'ont absolument aucun symptôme et qui sont contaminantes. Et donc, ça faisait partie aussi de l'inquiétude qu'on sentait un peu. Guillaume Roquette, faites-nous écouter une archive. Eh bien oui, parce que ce virus, il en rappelle au moins un autre aux Français, la grippe A, H1N1. Vous vous souvenez, c'était en 2009. La ministre de la Santé de l'époque, Roselyne Bachelot, se faisait vacciner devant toutes les caméras du pays. Elle a voulu faire de cette piqûre un symbole. C'est déjà fini ? Oui. On peut le refaire ? Une autre dose. Même si elle ne faisait pas partie des Français prioritaires pour la vaccination, Roselyne Bachelot s'en est faite la porte-parole. Donc une vaccination totalement indolore, faite par des personnels, vous voyez, extrêmement compétents. Mais les journalistes étaient bien plus nombreux ce matin dans ce gymnase parisien que les patients eux-mêmes. Même constat à quelques kilomètres de là, ce centre n'a accueilli que 3 patients en 1 heure. Le premier a reçu son bon de vaccination le matin même. Je suis asthmatique et diabétique, donc j'ai pas tellement le choix. Il faut que je sois vacciné. Vous n'avez pas hésité ? Si, j'ai hésité parce qu'on raconte beaucoup de choses, mais entre la peste et le choléra, j'ai pas tellement le choix. Arnaud Fontanet, on se dit qu'avec le recul, on s'est fait peur pour rien. On rappelle qu'on avait préparé 94 millions de vaccins à l'époque. Est-ce que c'est le même scénario qui se rejoue aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'on en fait trop ? La logique est un peu différente. Pour la grippe, quand on était en mai 2009, les seules informations dont on disposait, c'était une épidémie qui avait démarré au Mexique, à l'état de Veracruz, quelques mois plus tôt, avec là encore les premières données sur des patients hospitalisés, donc des formes sévères, et la notion qu'il s'agissait d'un nouveau virus grippal qui était né par recombinaison. Et on sait que quand un nouveau virus grippal arrive en population, il va infecter
un quart de la population mondiale, voire un tiers. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Hein. Un quart de la population mondiale a été infectée par le virus pandémique de 2009. Simplement, ce qu'on ne savait pas à l'époque, parce qu'on ne voyait que la partie émergée de l'iceberg, dans les formes les plus sévères, c'est que ce nouveau virus grippal était peu virulent. Il entraînait peu de formes sévères. Et ça, on ne l'a appris que 3 à 4 mois plus tard, quand il a été possible de faire des enquêtes en population avec des tests qui détectent les anticorps et qui nous montraient toutes les personnes qui avaient été infectées, y compris des gens qui n'avaient eu aucun symptôme. Et on s'est dit, finalement, ce virus, il circule très bien, comme tous les nouveaux virus pandémiques grippaux, mais il tue très peu. Simplement, pour la grippe, on a un vaccin. Quand on était en mai 2009, on se disait l'hiver prochain, on a besoin de ce vaccin. Et produire le vaccin, ça prend 6 mois. Ouais. Donc la décision de lancer la production vaccinale, il fallait la prendre en mai. On ne pouvait pas attendre d'avoir les résultats des enquêtes de l'été pour dire on lance le vaccin, ça aurait été trop tard. Donc la décision a été prise. Il se trouve qu'effectivement, on s'est rendu compte après que le virus n'avait peut-être pas la même sévérité que ce qu'on pouvait redouter, encore qu'en termes de nombre de milliers de morts, ça a été très conséquent. Hein. On ne le sait pas aujourd'hui, mais je dirais de mémoire au moins 100 000 morts. Hein. C'est à l'échelle mondiale, mais après, je vous rappelle, un quart de la population mondiale a été infectée. Mais bref, on était parti sur une logique de préparer un vaccin tôt, parce qu'il faut 6 mois pour produire un vaccin pour la grippe, mais on avait déjà un vaccin pour cette pandémie-là. Nathalie Arnaud, le nombre de cas a l'air de diminuer en Chine. Est-ce que c'est un indicateur positif ou il est trop tôt pour en tirer des enseignements ? A priori, je me référerai aux spécialistes qui sont là avec moi, mais a priori, c'est un peu tôt pour tirer des conclusions, je crois, à ce stade. Mais éventuellement, je trouverais intéressant de faire le rapport avec la production de vaccins sur éventuellement la situation à laquelle on est exposé aujourd'hui en termes d'accès ou de non-accès, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de traitement connu en fait, pour traiter la situation. Il y a des essais aujourd'hui qui sont faits, des essais thérapeutiques qui sont réalisés. Où ça ? Aux États-Unis ? En Chine. En Chine ? En Chine, assez massivement. D'ailleurs, je crois qu'il y a une trentaine d'essais cliniques qui sont en cours, avec des médicaments qui étaient utilisés pour d'autres pathologies, mais qui sont utilisés maintenant sur le coronavirus. On aura peut-être des résultats d'ici 2-3 mois, on ne sait pas, en tout cas on imagine. Et se posera la question de la production du vaccin. Mais en France aussi, des traitements. Des traitements se posera la question de la production de ces traitements et de leur accessibilité à qui en a besoin. Et ça rejoint vraiment une question aussi sur la gouvernance mondiale qu'il faudra éventuellement mettre en place dans ce genre. Si tant est qu'on soit dans un cas de pandémie et qu'on ait besoin de tous ces traitements, d'accord. Selon ces hypothèses-là, si on part sur ces hypothèses-là, en tout cas, ça posera une vraie question de l'accessibilité à ces traitements. Docteur Hamon, ça a été évoqué, ces questions, ce matin, lors de la réunion au ministère de la Santé. Il y a eu une allusion qui a été faite par Olivier Véran, le nouveau ministre de la Santé. Le nouveau ministre de la Santé, à la campagne de 2009 à Chain-Hénin, et donc qu'ils n'allaient pas recommencer les mêmes erreurs. Ils font participer. Ça avait coûté 1,5 milliard à l'époque. Je vous signale que quand même, chaque année, tranquillement, les médecins, les infirmières vaccinent 12 millions de personnes sans faire de bruit, et dès que l'administration s'en mêle, organise des vaccinodromes. On avait vacciné 2 Comment fois vous appelez moins. Ça vous appelez ça un vaccinodrome ? C'était les vaccinodromes, vous savez. Et donc, on avait vacciné 2 fois moins de personnes et ça avait coûté 4 fois plus cher. Donc, ils ont décidé de ne pas recommencer quand même la même expérience. Donc, il a fait allusion à ça. Et puis, effectivement, ils font participer tout le monde, les médecins libéraux. Ça a l'air de vous mettre en joie, hein. Franchement, on ne s'inquiète pas quand on vous voit. Ce qui me met en joie, c'est la campagne précédente. C'est la campagne précédente, c'est H5N1, vous savez, la fameuse grippe aviaire. On était menacé par la fiente de pigeon. Et donc, là, ça rigolait pas, parce qu'il y avait eu 2 cas en France de pauvres qui étaient dans des volaillers. Ils avaient été contaminés par la volaille. Et donc là, il y avait même des formations. Donc, il était prévu un plan énorme. Hein. On protégeait même militairement les pharmacies qui stockaient du Tamiflu, qui est bien connu pour pas être efficace. Bon. Et du tout même. Allez, n'en jetons plus. Non mais, n'en jetons plus, docteur Hamon. On va évoquer avec Nadia la situation en Afrique et comment ça se passe, alors en Égypte et ailleurs, dans d'autres pays, face au coronavirus. Oui, il y a un état d'alerte assez clair aujourd'hui sur le continent africain, pour des raisons factuellement assez raisonnables, parce que la Chine, c'est le premier partenaire commercial de l'Afrique. Il y a de très nombreuses liaisons aériennes entre Pékin et le continent, et surtout, vous le disiez, le premier cas de contamination a été constaté, c'était en Égypte vendredi dernier. On ne sait pas grand-chose pour l'instant. On sait qu'il n'est pas égyptien, a priori, qu'il a été hospitalisé, isolé
et que son état serait stable. Et cette annonce, on le voit bien aujourd'hui, notamment dans la presse africaine, elle a encore davantage mobilisé le continent face au risque de contamination. Tous les pays ne sont pas exposés de la même manière. On le sait depuis qu'une équipe internationale de chercheurs a fait une modélisation du risque pour le continent dans son ensemble. Ils ont croisé plusieurs données, notamment l'ampleur des flux, j'en parlais, entre le continent et les différentes provinces chinoises. Et puis surtout, et ça c'est important, la vulnérabilité des différents États, la capacité à donner l'alerte, par exemple, l'état des infrastructures, des équipements, les laboratoires, les hôpitaux, etc. Et il ressort de cette étude que l'Égypte, l'Algérie, l'Afrique du Sud sont les plus exposés, donc les plus fragiles. Et on voit également que l'OMS est encore plus pessimiste, alarmiste, puisqu'elle a identifié 13 pays africains qui seraient en première ligne, sans compter que d'après d'autres tests qui ont été effectués la semaine dernière, seuls 6 pays sont en capacité aujourd'hui de réaliser les examens pour diagnostiquer le virus sur un patient. Et c'est la raison pour laquelle l'OMS est en urgence en train d'envoyer des kits à un maximum de laboratoires du continent. Arnaud Fontanet, est-ce qu'on a une idée de l'ampleur de la catastrophe si un continent tel que le continent africain, on parle de l'Inde également, était touché quand on sait qu'il manque effectivement des équipements? Alors, je serais un tout petit peu moins pessimiste sur la capacité à réaliser les diagnostics. Ouais. Il y a une équipe de Hong Kong avec le groupe de Malik Peiris qui a quand même envoyé à beaucoup de laboratoires africains, alors je ne saurais pas vous dire le nombre, mais couvert quand même très rapidement en test un certain nombre de pays africains. Il y a des formations qui ont été organisées à l'Institut Pasteur de Dakar du 6 au 8 février dernier. Il y a eu 15 pays qui ont envoyé des représentants pour être formés. À ces défaillances. Il y a un nouvel atelier qui a lieu à nouveau, cette fois-ci pour l'Afrique de l'Ouest encore. Donc il y a des formations qui se mettent en place. Après, je suis tout à fait d'accord avec vous, un laboratoire unique par rapport à l'ampleur d'un continent. Par pays, j'ai envie de dire, ça reste encore extrêmement fragile. Moi je suis quand même étonné, enfin pas étonné, mais j'ai réalisé qu'il y a une prise de conscience forte chez mes collègues africains. Je suis en contact beaucoup avec eux ces jours-ci pour en parler. Donc la presse en parle énormément, donc c'est dans l'esprit de beaucoup de gens, peut-être un peu trop d'ailleurs par rapport au fait qu'il se passe pour l'instant rien encore. Maintenant, il y a des cas, donc il y a un CDC africain maintenant qui est basé à Addis Abeba, qui publie d'ailleurs des cartes sur le nombre de pays qui ont déjà essayé de diagnostiquer. Pour l'instant, tous les résultats ont été négatifs. Les résultats sont négatifs partout, sauf en Égypte. Alors, il y a eu, j'ai envie de dire, plus de la moitié des pays africains ont eu des cas suspects qui ont été testés et rendus négatifs. Mais justement, comment on l'explique ça, le fait qu'il n'y ait qu'un seul cas, que ce cas égyptien, alors que justement, je parlais, il y a énormément de flux, il y a énormément d'étudiants africains qui ont fait des allers-retours. Alors, il se peut qu'il y ait des cas qui n'aient pas été détectés. Ça, franchement, personne. Et beaucoup de flux entre la Chine et personne ne peut le dire encore aujourd'hui. La rétention d'informations. On a vu que les Chinois, au début, communiquaient pas beaucoup sur le nombre de personnes touchées. Non, c'est possible aussi qu'il y a certains États qui n'aient pas voulu communiquer là-dessus. Moi, je n'ai pas du tout d'entrée dans ça. Après, je travaille avec mes collègues du réseau des Instituts Pasteur. Avec eux, on a une discussion assez libre. Donc, vous le sauriez? Je ne sais pas ce que... En tout cas, tout ce qu'on raconte aujourd'hui et reste pour l'instant... En tout cas, témoigne d'une vraie vigilance et d'une préparation qui, malheureusement, devant l'ampleur du problème, si vous prenez un pays aussi peuplé que le Nigeria, par exemple, si vous arrivez avec un nombre important de cas importés, etc., c'est certain que ça va être, pour ces pays-là, extrêmement difficile d'y faire face. Nathalie Arnaud, est-ce qu'il y a des pays qui sont mieux armés que d'autres pour lutter contre le virus en fonction de leur organisation? On a été impressionné par la rapidité avec laquelle la Chine, État policier, pouvait mettre en quarantaine des dizaines de millions de personnes sur un claquement de doigts. Est-ce que c'est plus facile pour lutter contre le coronavirus quand on est une dictature? Je ne sais pas si je pourrais... C'est un raccourci. C'est un raccourci. C'est pour aller vite. Oui, Guillaume Roquette. pour aller très vite. Je pense qu'en fait, probablement, la question qui se pose, en tout cas, c'est de trouver une épidémie, c'est une problématique, c'est un enjeu collectif. Et donc la réponse, elle est et à la fois étatique et à la fois individuelle. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut organiser, en fait, et essayer de faire coopérer en fait, des mesures contraignantes d'un côté avec des situations qui sont elles-mêmes contraignantes. Et nous, c'est un petit peu l'expérience qu'on a eue sur Ebola, Médecins sans frontières, c'est que finalement, ce qui se pose comme question pour les personnes, c'est est-ce que je peux me protéger? Est-ce que je peux protéger ma famille? Donc ça, besoin d'informations, on en a parlé, etc. Mais aussi, est-ce que je peux subvenir à mes besoins matériels, sociaux, etc.
et quelles sont les conditions qu'on met en place pour permettre cela. Et c'est bien à la croisée de ces chemins-là, en fait, qu'on va réussir à trouver probablement un moyen de canaliser, identifier, limiter en tout cas la transmission, le temps d'ailleurs qu'on ait des traitements qui soient efficaces, etc. Et donc ça se pose peut-être plus dans ces termes-là, et certainement que les questions que nous on s'est posées, en tout cas à MSF à l'époque d'Ebola, et peut-être c'est un des rares parallèles qu'on peut faire, mais peut-être que les Chinois se posent aussi, et la Chine se pose aussi cette question-là en fait, comment trouver cet équilibre entre différentes mesures. Cette question-là a été évoquée, justement, trouver sur les la façon d'équilibrer. Non, la France, ce matin, lors de la réunion, c'est une question qui est posée, qui se pose. Ça a été évoqué dans la mesure où on était au cas où on serait exposé à de nombreux cas. Est-ce que le nombre de chambres spécialisées serait suffisant? Est-ce qu'il ne faudrait pas équiper d'autres chambres? Est-ce qu'il ne faudrait pas choisir de vider certaines opérations, de différer certaines interventions? On a répondu à toutes ces questions. De différer, non, mais c'est des hypothèses. Ah oui. C'est-à-dire que, si on est confronté à des cas supplémentaires, il va falloir qu'il y ait une capacité dans les hôpitaux et puis aussi ne pas hospitaliser des gens qui ne le nécessitent pas. Et par exemple, il y a des listes d'hôpitaux qui sont déjà prévues, où on sait qu'on peut dégager tant de lits. Il y a 38 hôpitaux qui actuellement sont répertoriés, et puis il doit y avoir à peu près autant de laboratoires qui sont... et même, ils pensaient même offrir à davantage de laboratoires la possibilité de faire les tests. Donc, la possibilité, si vous voulez, il va y avoir une réponse graduée en fonction du nombre de cas. C'est-à-dire que si ça augmente, on libère des lits, on n'hospitalise que les gens qui sont vraiment à hospitaliser, et puis on s'adapte. On s'adapte. Faites-nous écouter quelqu'un. Oui, quelqu'un qui est optimiste sur l'évolution de ce qui n'est pas encore une pandémie, c'est Donald Trump, figurez-vous. À propos du virus, j'ai parlé au président Xi qui est très confiant. Vous savez, beaucoup de gens pensent qu'il s'en ira avec la chaleur. Généralement, la chaleur élimine ce genre de virus. Ce serait une bonne chose, mais nous sommes en super forme. Alors Arnaud Fontanet, c'est pas comme avec les biberons qu'on chauffe pour tuer les microbes, c'est parce que, selon Trump, comme pour la grippe, avec les saisons, ça va passer. C'est-à-dire que quand l'hiver sera terminé, le virus aussi, c'est juste ou pas? Ce serait une vertu supplémentaire du réchauffement climatique, donc selon Donald Trump peut-être. Oui. Alors là, on ne peut pas y répondre. On peut pas y répondre. Ce qui est vrai, hein, il y a quand même une part de vérité dans ce qui est dit, c'est qu'un certain nombre de coronavirus sont saisonniers. Peut-être plus parce que pendant les périodes hivernales, les gens se regroupent, vivent en milieu confiné à cause du froid, et du coup les maladies respiratoires se transmettent plus facilement, que parce que les virus vivent plus ou moins bien selon la température, qui reste relativement stable dans les intérieurs, hein, les habitats par exemple. Après, on a l'exemple quand même du coronavirus du MERS, qui circule dans les pays du Golfe, à des températures très élevées, élevées, hein, les dromadaires en tout cas ne sont pas sous tente climatisée. Et donc je crois que là-dessus, on ne peut pas se prononcer pour l'instant, et attendons de voir comment évoluera l'épidémie en fonction et d'un caractère saisonnier éventuel ou pas, une fois de plus, beaucoup plus sur des regroupements de personnes. Eh bien, la prudence de votre conclusion vous honore. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat.